Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Nicolas. Salut Nicolas. Salut Timothée. C'est la deuxième fois que je viens, donc ça me fait très plaisir. Alors du coup, ça n'a pas changé, est-ce que tu veux te représenter à nos invités ? Je sais même plus comment je vais te présenter la première fois, donc pour éviter les incohérences, je vais pas trop en dire, mais en tout cas, je suis, on va dire, monteur vidéo, et puis voilà, sur le thème des jeux vidéo, et ben voilà, je joue depuis très longtemps, à un peu tous les genres, et non, je te laisse introduire le sujet plutôt que de te devancer là-dessus. D'accord, eh bien il se trouve que je t'ai invité pour cette deuxième émission qu'on va faire ensemble, non pas pour reparler de fin du monde, mais pour parler d'un genre de jeu, un genre de jeu que toi et moi aimons beaucoup, un genre de jeu que toi et moi avons beaucoup pratiqué ensemble et séparément, un genre de jeu qui est pour moi vraiment un pilier du jeu vidéo et qu'il est difficile d'éviter, à la fois par les polémiques qu'il a soulevées, mais aussi par le poids historique qu'il a. C'est le genre du jeu de combat qu'on a tous les deux bien poncé de différentes manières sur différentes franchises et dont je voulais qu'on discute un petit peu dans cette belle émission afin de rincer les opinions à propos du jeu de combat, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et bah très bien, donc ouais, en effet, les jeux de baston, on a beaucoup joué à ça. Moi-même, je sais pas, moi je me lance, il y a un plan, je saisis l'occasion. Oui, non, mais les jeux de baston, moi je sais que je m'y suis beaucoup remis avec Street 4 comme beaucoup de gens, c'est vrai que je te rejoins sur le côté presque cœur du jeu vidéo en fait qu'on retrouve dans ce genre en fait, enfin, l'affrontement d'une personne contre une autre dans un jeu où t'as un bonhomme contre un autre c'est Pong avec des boules de feu en fait. Ah, je vois que ça commence tout de suite avec de belles hot takes dès le début, hein, venant de la part de quelqu'un qui qualifie Metal Gear Solid 2 comme étant Pong avec des flingues. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Non, Pac-Man avec des flingues. Ouais, c'est ça, Metal Gear pour moi c'est Pac-Man avec des pistolets, c'est ça. Donc là, Pong avec des boules de feu, on est complètement dedans. Hmm. On pourrait revenir sur le HTSB Cinematic Universe en demandant si c'est Pong joué sur une orange ou pas, mais je ne sais pas si je vais me lasser de cette running joke avant mon public, du coup on va peut-être pas insister des masses. Est-ce que Pong était le premier roguelike aussi? On en parle de ça ou pas? Les roguelikes qui se jouent à deux, j'en connais pas beaucoup, donc c'est immédiatement disqualifié. Crypt of the Necrodancer a un mode coop. C'est vrai, mais Crypt of the Necrodancer, c'est un bon jeu. Oh non, mon dieu, non! Ah, Aïe, 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 il l'a aïe, dit. aïe, aïe! Ah, l'erreur du joueur français! Oh non, terrible! Oh, il y a du sang partout! Ah, mon dieu, non! Il m'a distillé le Donc, cerveau. ah, il a le cerveau tout listé. Oh non! Donc, c'est vrai. Non, mais écoute, c'est pareil avec 2000XX, hein, le roguelite sur la base de Mega Man X, Tu vois, je le connais pas. qui est un mode. Ah bah, c'est très très bien. On dirait un jeu Flash, mais c'est très très bien. Mais donc, c'est pas du tout de ça qu'on parle. On parle de jeux de baston, donc on va faire un petit historique, hein. Le jeu de combat, il y a eu des jeux de simulation d'arts martiaux un petit peu bizarres sur les premiers micro-ordinateurs et autres machines du genre Atari et sur NES aussi. Et puis ensuite est apparu le genre du beat'em all, hein. On pensera à Double Dragon, River City Ransom, des choses comme ça. Plus tard, des Street of Rage,
ou des Final Fight, des jeux qui étaient sur des bornes d'arcade et où on pouvait avancer dans un décor, seul ou avec quelqu'un pour nous tenir compagnie, et on savatait des vagues après vagues de punk années 90 avec un look très caractéristique, au nom de la justice, dans des zones de non-droit dans lesquelles la police ne pouvait plus entrer. Finalement, un sujet encore bien d'actualité de nos jours en Ah bah 2021. oui. Eh oui. Et parallèlement à ça, il y a eu en 1987 la sortie d'un jeu qui est un jeu pas ouf, mais qui a changé le destin du jeu vidéo. C'était bien sûr la célèbre borne d'arcade de Capcom, Street Fighter, un jeu où on jouait en 1 contre 1 sur une zone un petit peu plus limitée, hein. On pouvait pas vraiment se déplacer hors de la zone, il n'y avait pas de profondeur, contrairement à d'autres beat'em all de l'époque, et on était à chaque fois contre un ennemi, on battait l'ennemi, on passait au niveau suivant. Et la grosse nouveauté que proposait Street Fighter, c'était d'avoir la possibilité de faire beaucoup de coups spéciaux, à savoir 3, ce qui était beaucoup pour l'époque où tu pouvais en avoir un maxi dans ton beat'em all, et où le jeu s'est construit autour de ces coups spéciaux. Donc on y incarne Ryu, un karatéka japonais qui fait un tournoi international d'arts martiaux pour montrer qui c'est le plus fort, et qui affronte des gens du monde entier jusqu'à arriver face à un champion du Muay Thai qui s'appelle Sagat, et à qui il inflige une terrible cicatrice avec sa fameuse technique du Shoryuken, ou Dragon Punch en anglais. Et c'est la base de ce qui est devenu ensuite la franchise de jeux de combat la plus connue de l'histoire du jeu vidéo, puisque en 1991, ils ont ils ont remis le couvert, plutôt rempilé, avec Street Fighter 2 The World Warrior, qui lui était un vrai bon jeu et qui a donné naissance à beaucoup de choses. Donc bon, ça c'est l'aspect historique pour les gens qui sauraient pas trop de quoi c'est parti. Ensuite, des clones de Street Fighter 2, il y en a eu à l'appel. Certains sont devenus leur propre franchise, d'autres sont restés dans l'enfer de l'oubli de la terrible histoire du jeu vidéo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de franchises qui sont apparues suite à l'énorme succès de Street Fighter 2, des choses qui te viennent en tête comme ça? Suite à Street Fighter, bah ouais, évidemment, dans les grosses licences de l'époque, on avait Mortal Kombat qui avait son approche son approche bien dégoûtante, tout ça, mais euh, moi, pour parler de cet éditeur qui m'est un peu assez cher aussi, c'est SNK, mais SNK, pour le coup, Fatal Fury a été développé presque simultanément à Street Fighter 2, donc du coup, ça s'est pas développé en réaction au succès de Street Fighter 2, mais à peu près en même temps, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que les jeux du coup produits par SNK ont toujours pris une voie très différente de ce que faisait Capcom, ne serait-ce qu'avec Street 2. Et c'était beaucoup de licences qui se répondaient l'une à l'autre, qui se chopaient des bonnes idées de temps en temps d'un épisode à l'autre. Et c'était super intéressant de suivre ça. Puis bon, voilà, après, comme j'ai dit, il y a les Mortal Kombat ou quoi d'autre en fait. Après, ouais, t'as les outsiders un peu nuls, genre Rise of the Robot, ou les jeux un peu malheureux dans ce goût-là. T'avais aussi des jeux de baston sur micro, hein. Moi, je me rappelle de jeux genre Elfmania ou des trucs comme ça. C'est les jeux de combat que tu joues au joystick et t'as qu'un bouton d'action. Les jeux sont relativement beaux, c'est fonctionnellement des jeux de combat, mais c'est nul et c'est atroce à contrôler, mais ça a le mérite d'exister. Bah, Rise of the Robots qui existe sur PC aussi. Ouais, oui, oui, voilà, tout était décliné sur à peu près tous les supports à ce moment-là, mais c'est vrai que tu avais des jeux qui étaient en plus réservés du coup au micro, qui étaient même pas assez, non, qui étaient tellement niche que du coup on n'en voyait pas le nez sur Super NES ou Mega Drive, pour parler des deux principales consoles de salon de l'époque, mais non, hein, du coup, ouais, à part Mortal Kombat, tu vois, là, j'arrive pas à dire ce qu'il pouvait bien y avoir d'autre de marquant Bah, il y a eu hors tous SNK, du coup. il y a eu plein de jeux Dragon Ball Z Ah aussi. bah oui, ouais, ouais, non, évidemment, ouais, ouais. Les jeux DBZ qui sont super intéressants en cela que ils ont. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent sur ces jeux-là, c'est qu'ils ont trouvé la façon de faire du DBZ avec le genre du jeu de baston, mais avec des mécaniques
était peut-être ce qu'il y avait de mieux à l'époque pour faire du DBZ, c'est-à-dire du split screen, des trucs de loin où tu avais des niveaux en l'air, des niveaux au sol. Enfin, c'était des jeux assez qui n'ont pas méga bien vieilli, mais qui proposaient des choses intéressantes et puis qui avaient tout pour séduire n'importe quel fan de DBZ à l'époque. C'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps sur Dragon Ball Z Butoden 2 et Butoden 3, affectueusement nommé en France l'Appel du Ouais, Destin. c'était le 2. Non. Si, c'était le 2. Alors, ouais. Et Ah non, Ultime l'appel du Menace. destin, c'est celui sur Mega Ouais, Drive, qui a un équivalent un peu à oui, Butoden 1. Et le 2, c'était la oui, légende Saiyan. la légende Saiyan, ouais. Et il y a aussi Butoden 1, dont j'ignore le sous-titre Ah, français là pour le tout de coup, je suite, sais même pas mais s'il en avait un. qui, bon, Le grand tournoi. c'est roots, hein. Même pour 94, c'était roots, hein. Ouais, il est grossier, mais bon, il a ses petits mérites. Il avait des musiques chouettes, et puis Et il y avait beaucoup de personnages. C'est probablement des 3 Butoden, c'est celui avec le plus de personnages quand ouais. tu fais le code pour tout débloquer. Mm. Ouais, le premier truc qui, moi, me vient à l'esprit vis-à-vis de ces jeux de combat qui se sont déclinés à l'infini à partir de Street Fighter 2 et Fatal Fury, je vais pas te retirer ça, même si j'ai été vérifié, Art of Fighting est sorti en 1992. Oui, mais Art of Fighting, c'est pour moi une série qui est postérieure au premier Fatal Fury. Mais là, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que le premier Fatal Fury, c'est lui le jeu qui est sorti, qui a été développé peu. Non, qui a été développé à peu près en même temps que Street 2. Il est sorti peu après, mais pas assez longtemps après pour qu'en fait il puisse être accusé de plagiat ou quoi. Mais bon, peut-être que je me trompe et Oui. bon, il y a Non, des. non, non, mais si, t'as raison. Un Ouais. peu comme Breath of the Wild et Horizon Zero Dawn. Ah oui, voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, moi, un des premiers souvenirs que j'ai vis-à-vis du jeu de combat, c'était quand, avec mes frères et sœurs, on réclamait à nos parents d'acheter des jeux de combat pour notre consommation personnelle sur les consoles qu'on avait à la maison, et que on était souvent empêchés. Hein, les parents voulaient pas qu'on achète des jeux de combat parce qu'ils disaient bah non, c'est des jeux abrutissants, c'est des grosses brutes qui se tapent dessus, c'est pas bien, moi je veux pas que vous jouiez à ça. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette image-là du jeu de combat, j'ai l'impression qu'elle est restée dans l'inconscient collectif et que dès qu'on commence à gratter la surface de ce qui se cache derrière cette image-là, qu'on lance un jeu de combat en se disant j'ai envie de réussir, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de mettre de l'intentionnalité dans ce qui se passe à l'écran quand j'appuie sur les boutons de ma manette, on se rend compte que cette image est complètement faussée et pas du tout méritée. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis d'accord. Qui le dit tu. Ouais, bon, j'ai beaucoup joué aux jeux de baston de façon. Comment trouver un terme qui en fasse pas trop, mais on va dire un peu approfondi, c'est-à-dire que ouais, on jouait aux jeux de baston, puis on essaie de comprendre un peu les mécaniques, un peu les systèmes, et finalement, je trouve que il y a peut-être cette vidéo de Rufio que tu as sans doute vue, qui s'appelait Le jeu de combat expliqué à ta mère, où il commençait par une analogie un petit peu avec les jeux d'échecs, puis après, il te montrait un petit peu par un effet d'image à quoi ressemblait un jeu de combat pour quelqu'un qui est extérieur à cette communauté-là, et à quoi ça ressemble pour quelqu'un qui y joue, et pour la personne qui y joue, il voit pas des combattants aux muscles saillants prêts à se taper dessus, il voit des hitbox, il voit des courbes de saut, il voit des données, tout ça. Donc c'est une façon très schématique, et en fait quand on joue au jeu de baston, on voit quelque chose entre les deux, on voit pas purement comme si on était dans la matrice, mais non, en tout cas, ouais, moi je suis content d'avoir approfondi le sujet pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière les bonhommes qui se tapent dessus de façon un peu abrutissante, quoi. Enfin, tel que pouvaient le voir nos parents, parce que oui, moi j'ai eu ça aussi, ouais, des parents qui comprenaient pas qu'on puisse jouer à se taper sur Soul Calibur ou tout ça. Ouais, surtout que, enfin, c'était aussi un petit peu abordé dans une vieille vidéo de 3615 Usul sur les jeux de combat, une vidéo légendaire où on a Real Mup qui a une casquette Fatal Fury, des choses comme ça. T'as vu ma casquette? Si vous ne savez pas de quoi on parle, vous êtes très jeune et vous avez la vie devant vous, c'est bien. Si vous savez de quoi on parle, vous êtes peut-être déjà en train de mettre en pause cet épisode de podcast pour aller revoir le 3615 Usul sur les jeux de combat et
qui suis-je pour vous en vouloir d'aller voir des productions de meilleure qualité par des gens qui ont plus de talent que moi? Mais là n'est pas la Ah, tu question. te rabaisses. Non, écoute, je ne suis pas employé par Mediapart, hein, Donc, le truc qui est intéressant, c'est que cette image du jeu de baston comme étant quelque chose d'assez brut et d'assez bête et de vraiment pas raffiné, ça transparaît aussi dans la manière que les gens se font de premier abord quand on leur met la manette dans les mains. Ce qui est d'ailleurs représenté dans la vidéo de 3615 Usul, où ils ont très envie d'appuyer sur tous les boutons comme ça, un petit peu comme quand tu te barres en vrai et que tu as envie d'agiter tous tes membres en espérant qu'il y en ait un qui touche la personne en face. Si vous avez eu des frères et sœurs, vous savez de quoi je parle. Si vous avez été dans un établissement scolaire particulièrement violent, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes quelqu'un de très agressif qui a du mal à contrôler ses pulsions de colère, vous savez Mhm. probablement aussi de quoi je parle, mais j'espère que maintenant ça va mieux. Euh, et il se trouve que ben, c'est pas du tout de la bagarre improvisée dans les jeux de combat, on est beaucoup plus proche finalement de ce qu'on fait dans la pratique des arts martiaux, et la différence entre l'image qu'on se fait du jeu de baston et comment on y joue est assez proche de la différence qu'il y a entre une bagarre improvisée entre deux personnes très en colère qui veulent juste faire mal à l'autre, et une pratique maîtrisée d'un art martial avec deux personnes qui se sont entraînées, qui cherchent à faire de manière codifiée un combat en suivant un certain nombre de règles et en cherchant à appliquer des techniques qu'elles ou ils ont apprises pour mettre en œuvre euh, ce combat. Et du coup, comme dans beaucoup d'arts martiaux, eh ben, il y a tout à coup des notions de timing, de distance, de chorégraphie qui se mettent à apparaître et qui sont complètement invisibles, comme tu le disais dans cette vidéo de Rufio, pour un œil non entraîné ou pour quelqu'un qui ne s'est pas penché dessus. Et le truc, c'est que cette différence-là, c'est une frontière qu'il est assez difficile de traverser. C'est un obstacle qui est très haut parce que l'obstacle est à la fois physique. Il faut que les mains soient capables de faire les manipulations sur la manette pour créer de l'intentionnalité, mais elle est aussi mentale parce qu'il faut une connaissance des systèmes sous-jacents qui font que le jeu fonctionne pour pouvoir se dire il faut que je fasse cette combinaison de touches sur ma manette parce que ce qui va en résulter à l'écran va faire avancer mon plan de jeu. Et donc il faut savoir qu'il y a un plan de jeu qui peut être dépendant de l'archétype de personnage qu'on a, qui lui-même va être dépendant de ce qu'il y a en face chez l'adversaire, qui va encore être dépendant sur une surcouche supplémentaire du niveau de maîtrise respectif de chacun. Parce que quelqu'un de très entraîné qui joue contre quelqu'un de pas entraîné ne peut pas jouer comme s'il jouait contre un autre pro, parce que dans certains jeux, jouer comme contre un pro, contre un débutant ou une débutante, et ben c'est signer son arrêt de mort. Euh, alors que si tu t'adaptes au fait que tu joues contre quelqu'un qui débute, et ben tu peux vraiment lui rouler dessus. Et ça, c'est des choses que tu peux pas te figurer quand tu débutes. Mhm. Et donc, puis, bon, la barrière d'exécution, hein, ça va dépendre des différents systèmes. Est-ce qu'on peut faire des enchaînements? Comment fonctionnent ces enchaînements? Quelles sont les conditions d'arrêt pour les enchaînements? Quelles manipulations permettent ou pas de prolonger les enchaînements? La difficulté relative de ces manipulations? Comment ces manipulations s'enchaînent les unes par rapport aux autres? Parce que parfois, il y a une animation qui peut s'annuler pour en faire une autre, mais il se trouve que quand on fait cette annulation d'animation, on doit faire une première manip déjà assez complexe et refaire la deuxième manip en quelques fractions de secondes juste après, et c'est hyper chaud. Euh, je pense que je vais illustrer cet épisode avec un quatrième de couverture d'un vieil album de BD de Bastien Villès qui s'appelle Ouais, tout à fait. Le jeu vidéo, où on a un personnage qui dit mais si c'est facile, tu fais ça puis ça puis ça, et la personne avec le stick arcade qui dit mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, et on a un deuxième phylactère qui décrit ce qui se passe sur le stick arcade et c'est le chaos complet. Et, euh, et du coup voilà, on a cette double barrière à franchir pour pouvoir aborder la question du jeu de combat avec de l'intentionnalité en se disant j'ai envie de faire quelque chose dont je sais que c'est possible et je me donne les moyens de le réaliser en faisant la bonne manipulation sur ma manette ou sur mon stick, eh bien,
cette double barrière est pour moi à l'origine du fait que le jeu de combat est un jeu de niche, hein, bon, que c'est pas un genre qui rassemble les foules, hein, même si les communautés qui s'agrègent autour peuvent être vraiment très prendre les choses très à cœur et être très actives, ça reste des communautés quand même assez réduites par rapport à des jeux méga stars comme League of Legends, Call of Duty, FIFA, qui agrègent des ordres de grandeur en plus de joueurs autour d'elles. Mais il n'empêche que ce sont des communautés qui prennent très à cœur la survie de leur loisir, parce que une fois qu'on est dedans, c'est comme les arts martiaux, on est quand même vraiment ravi de s'y être lancé. Alors je réinvente pas du tout l'eau chaude en disant tout ça, hein, je résume un petit peu ce qu'on peut trouver sur des chaînes YouTube comme Core A Gaming ou Theory Fighter. Si ça vous intéresse de vous pencher dessus, c'est en anglais mais c'est vachement bien. Et, euh, et donc la question qui apparaît en filigrane quand on évoque tous ces éléments-là, hein, je sais pas si, enfin, je pense que c'est la même chose pour toi, tu pourras me dire si tu es d'accord, mais pour moi, la question qui apparaît quand on a ces discussions-là sur le jeu de combat, c'est la question de l'accessibilité. Ouais, absolument, ouais. Pour reconnecter du coup à ça, c'est en tout cas sur ce que tu disais, c'est sur la popularité, enfin sur le fait que les jeux de baston c'est un genre de niche. Je sais pas dans quel sens ça s'est produit, mais c'est vrai que dans les années 90, Street Fighter 2 c'était le jeu que beaucoup de gens possédaient dans leur ludothèque Super NES ou Mega Drive. Après, avec la PlayStation, enfin, beaucoup de gens avaient Tekken 1 ou 2. Donc, enfin, c'était des genres qui étaient presque incontournables dans le parcours de jeu des gens. C'était davantage sur leur chemin que ça n'a pu l'être à partir des années 2000-2010. Enfin, tu vois, Street Fighter 4, ok, il y a eu beaucoup de gens pour y jouer et c'est très bien. Mais c'est à partir de ces années-là aussi que, on va dire, la niche a eu des murs un petit peu moins perméables à l'extérieur de la niche, on va dire. Je sais pas où je vais avec cette métaphore, mais et je sais pas du coup si c'est dû au fait que d'autres genres de jeux ont pris le dessus à tel point que ça a mis les jeux de baston de côté, ou si c'est les jeux de baston qui ont fait de mauvais choix. Et justement, faire le choix de l'accessibilité, c'est des choses auxquelles les jeux de baston ne peuvent plus vraiment couper maintenant s'ils veulent un petit peu faire ce qu'il faut pour se mettre un peu au niveau de ce que proposent d'autres genres de jeux actuellement, comme les jeux d'aventure ou les FPS ou tout ça, qui eux ont compris qu'il y a besoin de ces options-là dans leur jeu. Doom en a inclus, des jeux d'aventure comme Life is Strange en ont inclus, Last of Us 2 a inclus des options d'accessibilité. Je sais pas encore ce que les jeux de baston font pour ça. Oui, mais même moi, enfin, si je devais donner un coupable très rapidement, je dirais que c'est la faute à Internet, parce que quand tu joues à un jeu de combat en ligne, le fait de perdre des fractions de seconde sur une mauvaise qualité de connexion, c'est vraiment assassin, bien plus que sur d'autres genres. Et du coup, le jeu de combat en ligne, ça a mis longtemps à être une option viable. Et ce temps qui s'est écoulé entre le moment où le jeu en ligne est devenu très populaire et le moment où le jeu de combat en ligne est devenu quelque chose d'acceptable, et ben c'est du temps où d'autres genres ont pu se développer, s'épanouir, se créer des grosses communautés en ligne, pendant que le jeu de combat était restreint à sa niche. Et un des effets pervers que ça a eu, c'est que des jeux extrêmement exigeants, extrêmement techniques, extrêmement peu accessibles, ont commencé à devenir des grands noms de ce genre-là, parce que il ne restait que le public de niche très investi et qui demandait une surenchère de difficulté d'exécution, une surenchère de mécanique, et on s'est retrouvé avec des jeux super mais très inaccessibles, comme la série des Street Fighter 3, la série des Street Fighter Alpha, où il faut vraiment se casser les doigts pour faire des gros combos, la série des Guilty Gear, BlazBlue, tous les jeux Arc System Works, qui sont des jeux avec une animation extraordinaire et des character design très marqués, mais qui sont vraiment hyper exigeants manette en main, parce que, ok,
tu peux faire un combo de 4-5 coups facilement, mais quand tu joues contre un pro, tu te fais enchaîner pendant 1 minute 30 sur un combo de 90 coups et t'as rien vu venir. D'ailleurs, sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du genre jeu de baston qui en soi est presque décourageant d'emblée avec ses systèmes, ses sous-systèmes et ses sous-sous-sous-systèmes. Enfin, là, tu parles des jeux Arc 6 qui eux-mêmes ont la particularité, comparé à pas mal d'autres licences, d'avoir des personnages qui sont chacun eux-mêmes des systèmes de combat en fait. Donc c'est extrêmement décourageant. Enfin, moi-même, c'est pour ça que je m'y suis jamais vraiment mis en fait. Donc je pense que par contre ils ont réussi à attirer un public fan de cette imagerie très, très animée et tout, qui s'y sont retrouvés, quelle que soit la façon dont ils s'investissaient dans le jeu, mais enfin, je vois pas ça comme du coup comme une grosse barrière, mais du coup c'est vraiment un facteur important aussi dans le fait que ces jeux-là sont réservés aux gens qui ont le temps pour poncer le jeu sous tous ses aspects, et dans des jeux Arc 6, ça signifie peut-être plus que pour des jeux à la Street, à la KOF ou Excalibur, où tu as un système pour à peu près tout le monde. Chaque personnage va avoir son ensemble de coups, ses façons de répondre au jeu et tout, mais voilà, les systèmes vont être communs à tout le monde, quoi. Ouais, oui, alors c'est vrai que les jeux Arc System Works, on se retrouve vite à jouer à un jeu complètement différent quand on change de personnage, parce qu'il y en a qui ont des ressources, des sous-ressources que d'autres personnages n'ont pas. Il y en a qui doivent faire des coups spéciaux dans un certain ordre pour pouvoir faire un vrai plan de jeu et et que ça change tout. Il y a des personnages qui ont deux états, un état où ils sont nuls à chier, un état où c'est le meilleur Ouais. perso du jeu, et il faut jongler entre les deux. C'est vraiment des trucs complètement fous. Et à côté de ça, tu parlais de jeux où c'est un petit peu le même système pour tout le monde, et il se trouve que justement, il y a une série de jeux qui a vraiment pas tapé du poing sur la table, mais un petit peu posé son pied en avant et dit voilà, on va simplifier, on va accessibiliser. C'est la série des Super Smash Bros de Nintendo, donc la grande rencontre entre tous les personnages de Nintendo. Voilà, Qui n'a l'union de jamais la gauche. rêvé Non, quoi? Voilà, qui n'a jamais rêvé de voir Capitaine Falcon envoyer valser Pikachu? Qui n'a jamais rêvé de voir Mario attraper Link et le faire tournoyer comme il faisait tournoyer Bowser dans Super Mario 64? Qui n'a jamais rêvé de voir des personnages de Fire Emblem se battre l'un contre l'autre ailleurs que dans un Fire Emblem? Euh, Et dans des régions du globe où les gens savaient ce qu'était Fire Emblem aussi, parce que avant une certaine année, c'était pas évident de savoir ce que c'était que Fire Emblem, mais c'est du détail. c'est du détail. Qui n'a jamais rêvé de voir des gens avec des coiffures de dessins animés japonais et une épée se battre les uns contre les autres? Ouais, faudrait inventer un Ouais, jeu de donc baston pour ça. Quoi? il faudrait, hein, ce serait pas mal. Non, mais du coup, oui, Smash Bros, il y a deux boutons. Un bouton pour les attaques normales, un bouton pour les attaques spéciales. Il y a des directions et un bouton et une direction, ça fait des attaques, ça fait une attaque. Et c'est pareil pour tout le monde. Alors après, ça varie un petit peu d'un personnage à l'autre, mais si vous savez jouer Mario, vous savez jouer Pikachu, vous savez jouer Link, vous savez jouer Ganondorf, vous savez jouer Liputu, non pas Liputu, vous savez jouer Rondoudou, et vous savez jouer Sephiroth, et vous savez jouer Steve de Minecraft, et vous savez, vous savez jouer Sora de Kingdom Hearts, euh, parce qu'ils y sont tous dans Super Smash Bros Ultimate. Bah, enfin, d'ailleurs, un sujet pour m'être pas mal intéressé au DLC il y a quelques temps. Ils ont décidé quand même pour chacun des personnages des Fighting Pass, je sais plus comment ils ont appelé ça, chaque personnage a quand même un système de jeu qui tranche pas mal avec ce qui se faisait traditionnellement dans les 40, 50 autres persos qu'on connaissait déjà, qui eux-mêmes avaient chacun un peu leur approche, mais oui, ils avaient tous ça en commun que ok, A pour les attaques normales et B pour les spéciales, ça suffisait pour comprendre quoi faire avec le personnage. Après, il y avait plus qu'à déterminer d'après les animations ce qui se passait et ce qu'il était intéressant de faire à tel moment ou pas. Avec les nouveaux, genre Steve, le héros de Dragon Quest, Min Min de Arms, c'est pas évident de comprendre d'emblée ce qu'on peut faire avec. Et t'as dans de très légères proportions un peu le syndrome Guilty Gear où du coup tiens ces personnages ont un peu leur sous-système à eux. Mais bon, dans Oui, le cas de ce qui Smash Bros, est... ça Ouais, passe. ouais, bon, c'est parce que le système est tellement simple que ça... Mais après, le truc, c'est qu'il y a des mécaniques qui sont apparues en mécanique émergente, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas prévues par les développeurs et qui sont utilisées par les joueurs et les joueuses
à outrance, hein. On pensera dans Super Smash Bros Melee sorti en 2001 au Wave Dash, où c'est une technique où on saute et on fait une esquive aérienne dès qu'on a commencé son saut pour pouvoir glisser à toute vitesse le long du sol. C'est la seule chose dont je vais parler. Je sais même pas le faire. Et c'est la première marche pour pouvoir jouer compétitivement à Super Smash Bros Melee à l'heure actuelle, 20 ans après. Et c'est déjà un truc que moi je ne sais pas exécuter avec mes doigts. Alors que j'ai joué à des Guilty Gear, j'ai joué à des BlazBlue, j'ai fait des gros combos sur des Street Fighter versus SNK. Je sais faire des choses dans des jeux de combat. Et en fait, pendant longtemps, Smash Bros, ça a été un petit peu le champion de l'accessibilité en jeu de combat, parce que les autres grosses licences, hein, les licences SNK, King of Fighters, les licences Capcom, je sais pas, se drapaient dans leur fierté pour rester, je sais pas, une espèce de pureté de gaming complètement absurde, mais du coup, c'était des jeux qui essayaient plutôt une approche à base de ouais, on va vous faire un mode entraînement, on va vous faire des défis pour que vous appreniez comment fonctionne votre perso, et les défis sont de plus en plus durs, et du coup, les derniers défis, c'est le niveau d'exécution qu'il faut avoir pour faire des matchs à très haut niveau, des choses comme ça. Je trouve que c'est bien pour des gens qui sont déjà, qui savent qu'ils ont envie de passer du temps dessus, mais c'est difficile d'en faire une porte d'entrée. Quand tu sais à quoi t'attendre, c'est pas mal, mais quand tu as juste envie de taper sur ta manette et qu'il se passe des trucs cool à l'écran, eh ben ça marche pas. Et il se trouve que la solution, elle est venue de là où on s'y attendait pas, puisque en 2012, j'ai acheté BlazBlue Continuum Shift, donc un jeu Arc System Works, hein, avec des personnages qui ressemblent à des personnages d'animé, avec des grandes épées, des robes et tout, des coiffures pas possibles, et des combos à rallonge complètement imbitables. Mais il y avait un mode de jeu alternatif. Il y avait le mode Stylish, où tout à coup, ton personnage de BlazBlue se jouait comme un personnage de Smash Bros, avec un bouton pour les attaques normales, un bouton pour les attaques spéciales, et pour faire tes super attaques, eh ben, tu restais appuyé sur le bouton après le combo, et tu pouvais faire A, 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 ou B, 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 et à la fin tu restais appuyé sur A ou sur B, ça finissait automatiquement ton combo, qui était très stylé, avec une super. Et quand je jouais avec des copains, je leur disais, ben voilà, moi je vais jouer normalement parce que j'ai appris un petit peu les combos et tout, vous pouvez jouer en mode stylish, et je me faisais rouler dessus parce que je galérais à faire des combos merdiques, et je me faisais avoir par des animations que je n'avais jamais vues sur les personnages qui me bottaient le cul comme ça. Donc c'était pas mal, parce que du coup, ça pouvait réconcilier la première vision qu'on a du jeu avec ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire qu'on a envie de marteler la manette et il se passe quelque chose de cool. Et ce système, il a été raffiné après dans Persona 4 Arena. Chaque personnage a un combo automatique où il y a des animations exclusives. Ça veut dire que ces attaques de combo automatique, on ne peut les faire que en appuyant plusieurs fois sur le même bouton, et donc que ce sont des coups qui sont valables aussi à haut niveau de jeu, donc que la mécanique elle n'est pas complètement perdue. Et plus récemment dans Dragon Ball Fighters, hein, c'est pareil, il y a un auto-combo qui finit sur Super normal. une super normale, et un auto-combo qui finit sur le personnage qui lui envoie valdinguer à l'autre bout de l'écran. Ouais. Et ça permet à des gens qui n'ont pas envie d'apprendre à faire des quarts de cercle ou des manips plus compliquées, hein, on pensera à la fameuse Bretzel command Ouais. dans les Arc 6 et les SNK, King les of coffres, ouais. Fighters. Ouais. Bah, d'ailleurs, Vas-y. pardon. Non, ok. Bah, d'ailleurs, pour parler des rush combos ou des auto combos, il y avait aussi CyberConnect 2 qui avait mis ça dans Jojo ASB, où tu avais donc qu'un seul auto combo pour un personnage, où ça se finissait sur une super, mais voilà, eux, c'était aussi des développeurs qui avaient un peu dans l'idée de faire aussi des jeux accessibles. Les jeux Naruto, t'avais de la profondeur quand t'allais loin, mais c'était des jeux où, en gros, il se passait des choses très satisfaisantes à l'écran quand tu faisais des séquences très simples de rond, 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 triangle et compagnie. Et donc, en tout cas, je pensais pas que ça remontait à potentiellement à ce BlazBlue, en tout cas, cette approche. Mais et j'y pense, enfin, la bêta de KOF 15 que j'ai testé ce week-end, KOF 15 aura 4 auto-combos qui commencent tous par petit point, petit point, petit point.
Et après, en fonction du 4e bouton que tu fais, soit ça fait un coup spécial, soit ça fait la super, soit ça fait une super super, soit ça fait le climax. Et donc, ouais, il semble être nombreux à avoir adopté cette idée de l'auto-combo, en tout cas, qui est à base de coups light qui sortent facilement. Dans les faits, je sais pas comment ça se transforme. Est-ce que ça aide vraiment des gens un peu, on va dire, profanes à s'intéresser aux mécaniques un peu plus poussées? Est-ce que ça tire plus de gens? Je sais pas du tout, par contre, en termes de résultats, ce que ça donne. Je sais pas non plus, mais bon, du coup, on a un peu loupé ma hot take, mais c'est pas grave, je vais la Ah! sortir quand même. Donc, ma hot take pour cet épisode, c'est que là où c'est ironique, c'est que c'est Arc System Works qui a cette image d'être vraiment le summum du jeu vidéo de combat inaccessible, qui a lancé cette espèce de reconquête de l'accessibilité pour des jeux de baston entre guillemets respectables, parce qu'il se trouve que dans les petits milieux de l'internet, on considère que Smash Bros est un party game et pas du tout un jeu de combat, ce qui est une opinion absolument répugnante avec une idéologie sous-jacente qui est pas moins répugnante. Mais du coup, voilà, c'était ma hot take. L'accessibilité est venue de là où on ne l'attendait pas, et et ça reboucle avec Smash Bros qui intègre des personnages qui ont leur propre sous-système, comme dans les Ouais. premiers Arc System Works qui étaient inaccessibles. Je trouve que du coup, il y a vraiment une très belle ironie dans cette situation. Ça aurait presque pu être attendu en cela que du coup Arc 6, depuis le temps qu'ils font 15 milliards de sous-systèmes par perso et que du coup ils expérimentent beaucoup de choses en fait dans leur jeu de baston sur tiens, comment on peut créer des systèmes de combat et tout, c'est finalement pas étonnant que au milieu de toutes ces expérimentations, euh, cette idée de faire des trucs simples mais stylés avec des combinaisons simples émerge de ces expériences-là en fait. Enfin, du coup ça me surprend pas que ça vienne d'eux plutôt que de la part de Capcom ou SNK circa 2000, quoi, on va dire. C'est pas faux. Après, ils ont sorti en 2021 Guilty Gear Strive, qui est du coup la 4e mouture de Guilty Gear. Hein, le I et le V de Strive sont pas de la même couleur que le reste du mot pour bien faire un 4 en chiffre romain. Bien joué les gars. Guilty Gear Strive, pour le coup, c'est vraiment pas un jeu accessible parce qu'il faut une qualité d'exécution extraordinaire pour faire des combos qui étaient tout juste moyens dans Street Fighter 4, qui était déjà pas un jeu extraordinairement accessible, qui s'est beaucoup basé sur la nostalgie pour capter du public, hein, en prétendant revenir aux bases de Street Fighter 2. Par beaucoup d'aspects, c'est ce que le jeu a fait, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'était pas ça relançait l'intérêt pour le jeu de combat en montrant que les bonnes sensations des années 90, on pouvait toujours les émuler, elles pouvaient toujours être là, mais ça n'avait pas du tout résolu la question de l'accessibilité. Bien, donc du coup, je pense qu'on on va s'arrêter là, sauf si tu as un truc vraiment extraordinaire à rajouter à la discussion, ce qui n'est pas à exclure. Vu que tu demandes un truc extraordinaire, je suis en train de revaloriser le petit truc que j'allais dire, donc je sais plus trop. Mais j'allais juste préciser que ouais, Grand Blue aussi, du coup, c'est Arc 6 aussi, Grand Blue, il me semble, non? Je sais plus. Ah oui, C'est ça, tout à fait, qui Grand Blue propose aussi Fantasy un truc Battle. intéressant avec système de coups faciles à faire, mais qui ont un cooldown un peu comme dans Comme beaucoup dans un de jeux de MOBA. stratégie, comme dans les MOBA et tout. Et d'ailleurs, on reboucle aussi sur les MOBA avec alors, je sais plus si c'est directement Riot ou pas, mais qui ont annoncé leur jeu de baston League of Legends, enfin adapté du coup l'univers de League of Legends. Donc eux, je Oui, pense j'ai vu qu'ils vont ça. proposer beaucoup de choses, peut-être probablement novatrices par rapport du coup à tout ce qu'on connaît et qu'on aime dans un sens, mais en tout cas tout ce on est habitué avec les Capcom, Namco, SNK et compagnie, quoi. Je pense que eux ils vont porter des trucs parce que la communauté de League of Legends elle est tellement énorme que ils vont pas faire un jeu pour la petite niche des jeux de baston, ils vont faire un jeu qui va peut-être servir de passerelle entre les deux. En tout cas, ils veulent faire un jeu qui va intéresser leur énorme base de joueurs, quoi. Ah Je ben, suppose. moi je suis curieux d'y jouer à ce jeu. Je vais peut-être y jeter un coup de manette à l'occasion. Donc ils ont bien réussi leur coup parce que tu m'aurais demandé il y a encore 3 semaines, je t'aurais dit il neigera en enfer avant que je joue à un jeu Riot. Donc bien joué Riot pour m'avoir déclenché mon réflexe de gros Yankee.
Donc on va s'arrêter là pour cette émission. Je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter l'autre podcast du réseau, Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul et du coup à toi Nicolas pour le montage. On verra. Merci à Simon pour la musique de l'épisode. Retrouvez la page YouTube de Simon dans la description. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à vous pour nous écouter toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, à nous retweeter sur les réseaux @takesburn. N'hésitez pas, hein, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à dire coucou hein, si vous avez un mail d'insulte à nous envoyer. Ça marche aussi. Et du coup, Nicolas, est-ce que tu as quelque chose que tu veux mettre en avant sur des réseaux, des créations, des choses où on peut te retrouver ? Pas directement, mais je vous incite fortement à vous intéresser aux médias d'investigation, en particulier à Thaïs de la radio française. C'est très mystérieux, je me demande de quoi on parle. Du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, je suis toujours Mythlamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde! Salut tout le monde et merci de m'avoir invité.